Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un matériel, le NAS DS420+ de chez Synology. Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers avec la gamme Synology, sachez que les références Plus constituent le haut de gamme grand public de la marque qui se décompose en séries Plus, Play, Normal, J et SE, de la plus performante à la moins performante. Les performances d'un DS de série Plus s'adressent donc aux personnes qui souhaitent faire un usage intensif de leur NAS avec un nombre important d'utilisateurs connectés en même temps et plusieurs tâches en temps réel effectuées en parallèle. Je vous propose donc de découvrir les services que ce 420+ peut vous rendre et ce qu'il peut vous apporter en plus ou non par rapport aux autres modèles de la gamme également testés précédemment, à savoir le 220+ et le 720+, dont les tests sont à retrouver dans une playlist disponible ici en haut à droite de votre écran en fiche. On voit donc tout ça juste après l'intro. Pour ceux qui souhaitent une présentation du matériel, interne comme externe, je vous invite à aller voir la vidéo d'unboxing et de présentation que j'ai publiée il y a peu et qui doit également apparaître en fiche. Et pour ceux qui s'intéressent à l'installation de ce NAS qui est très simple et qui ne change en rien des autres NAS testés sur cette chaîne, je vous renvoie également à la vidéo dédiée juste ici. Point fort, comme depuis quelques années maintenant, il détecte les disques précédemment installés dans un NAS plus ancien ou de gamme inférieure et propose de mettre à jour votre partition système tout en conservant à la fois vos données et vos configurations principales. C'est pratique et c'est un gain de temps appréciable lorsqu'on upgrade son NAS vers un modèle nouveau. Attention toutefois si vous venez d'un NAS qui ne prenait pas en charge le BTRFS et que vous souhaitez pouvoir profiter de toutes les sécurités offertes par ce nouveau format de fichier, tels que par exemple l'auto-réparation des données corrompues ou encore les snapshots rapides et flexibles. Il faudra alors effectuer une sauvegarde de vos données et repartir de zéro, rien ne permettant de convertir une partition ext4 en partition BTRFS sans perdre les données qui s'y trouvent. Attention également si vous migrez depuis un NAS 2 baies, contrairement à une installation directe sur un NAS 4 baies auquel on ajouterait ensuite progressivement des disques, il m'a été impossible d'étendre mon volume pour passer d'un volume SHR sur 2 disques à un volume SHR sur 4 disques. Si vous vous trouvez dans ce cas, il vous faudra donc créer un second volume avec les deux nouveaux disques, y copier vos données avant de supprimer le premier volume et ensuite de rattacher les disques de ce premier volume à ce deuxième volume. C'est dommage et c'est important de le noter, d'autant qu'avec cette méthode, vous n'aurez alors plus qu'un seul volume qui s'appelle volume 2, ce qui dérange quand même un petit peu ma maniaquerie. L'installation de ce NAS a été très rapide au demeurant, puisqu'entre la connexion à la prise électrique et à la prise réseau et un NAS avec un volume SHR opérationnel, il s'est écoulé environ 8 minutes. Votre 420+ peut donc être déployé extrêmement rapidement, même lorsque vous démarrez d'un système totalement vierge. On va maintenant parler un peu des performances de ce NAS avec des tests effectués en lecture comme en écriture, avec diverses tailles de fichiers et avec ou sans chiffrement des données. Le test est effectué tout d'abord avec un seul lien gigabit, puis avec les deux ports utilisés en agrégation de liens. Lors de mes tests, j'ai réussi à obtenir des débits qui sont parmi ce que l'on peut attendre de mieux sur ce type de configuration, alors qu'elle n'est équipée ni de cache SSD, ni de lien 2,5, 5 ou 10 gigabits, puisqu'avec les gros fichiers, on touche ici aux limites des capacités de mon réseau. Le cache en écriture des disques est laissé actif, mais les débits sont ceux qui restent maintenus même après la saturation du cache, les cohortes de fichiers étant dimensionnées pour permettre une saturation sur chaque taille de fichiers testés. Tous les tests de débit sont effectués depuis un ordinateur lui aussi connecté via une agrégation de 2 liens gigabits et via un transfert réalisé au travers de l'explorateur Windows par des dossiers connectés en CIFS. Les données sur le PC sont hébergées, et c'est une nouveauté, sur un RAM disk, afin que le disque de l'ordinateur, tout aussi rapide qu'il puisse être, ne soit jamais, et ce avec certitude, le facteur limitant. Enfin, les mesures sont effectuées 3 fois et ensuite moyennées, afin de limiter au mieux les écarts ponctuels extérieurs. Avec un seul lien gigabit utilisé, les débits s'échelonnent donc entre 2,5 mégaoctets par seconde et 111 mégaoctets par seconde, selon que l'on lit ou qu'on écrit les données, avec ou sans chiffrement. On constate globalement que malgré un chiffrement matériel, les débits en données chiffrées sont réduits, même s'ils restent bons. Je vous laisse regarder cela sur le graphe. On note quand même que selon les cas, ils sont parfois moins bons et parfois meilleurs que sur le grand frère qu'est le 920+, dont le test arrivera très prochainement, et je peine à m'expliquer ces écarts car ils ne semblent suivre aucune logique particulière. On notera aussi que tout comme le 920+, il arrive que les débits soient meilleurs en écriture plutôt qu'en lecture, sans que là encore je ne parvienne à comprendre pourquoi. Mais l'ensemble des débits restant parmi ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement, je n'ai pas cherché outre mesure à en comprendre les raisons. Pour l'agrégation de 2 liens gigabits, on constate que les débits sont tout à fait comparables tant que l'on reste sur des petits fichiers. En effet, on touche ici aux limites de débit que les petits fichiers ont comme possibilité sur les disques magnétiques qui équipent notre NAS. Il faudra passer sur le test de gros fichiers avec des fichiers de plus de 1 giga pour pouvoir bénéficier d'une hausse notable des débits via un lien agrégé
Les débits s'échelonnent alors entre 195 mégaoctets pour l'écriture chiffrée, ce qui est la condition la plus lente, et jusqu'à 220 mégaoctets par seconde en lecture non chiffrée. Pour augmenter les débits en lien agrégé avec des plus petits fichiers, il faudra alors opter pour du stockage sur des disques SSD ou utiliser la possibilité de cache SSD offerte par ce 420+, ce que je n'ai pu expérimenter faute de disque personnel disponible pour le faire et faute de disque de prêt pour ce test. Comparativement au reste de la gamme 20+, les débits sont donc globalement dans les mêmes ordres de grandeur et ce n'est clairement pas dans ce genre de cas d'usage que l'on va pouvoir les départager. En même temps, ce n'est pas vraiment pour ça que l'on achète un NAS de série Plus. Si c'est pour faire uniquement du stockage de données, un NAS de série J fera parfaitement le job avec des débits similaires et pour beaucoup moins cher. Sans utilisation de SSD en stockage ou en cache SSD, on peut donc considérer que pour du pur stockage de données et quelques usages un tant soit peu avancés, un 220+ sera le meilleur rapport qualité-prix de la gamme, si bien sûr un 2 bay vous suffit. Sinon, le 420+ sera le meilleur choix puisqu'il propose en plus du cache SSD. À titre d'information, sachez que le chiffrement de mes données de test déjà écrites sur le NAS, soit environ 16 Go de fichiers allant de 64 kg à 3 Go, m'a pris environ 10 minutes. En termes d'usage, même avec un DL Station en cours de fonctionnement avec plusieurs dizaines de fichiers en cours de partage, il m'a été tout à fait possible de lire 4 flux 4K en simultané sur différents devices du même réseau. Précisons ici qu'il n'y a pas besoin de transcodage car c'était le device qui s'occupait directement de ce travail, il s'agissait de 4 ordinateurs, le NAS envoyant donc des données brutes. Précisons également que les 4 fichiers étaient des fichiers différents afin de stresser un peu plus les disques qu'il était déjà avec DL Station. La prestation est donc plutôt convaincante lorsque c'est le terminal de lecture qui fait tout le travail de décodage de la vidéo. Pour le transcodage, nous allons y revenir ensuite en parlant du paquet additionnel Plex. En ce qui concerne sa consommation électrique, elle n'a jamais dépassé 30 watts avec les disques qui tournaient, un stress important puisque le processeur était à 100% pour générer des miniatures de photos ou encore faire du transcodage de vidéo, et avec un transfert de données qui saturait totalement la connexion réseau. La mesure a été réalisée avec ma TP-Link HS110. On peut donc estimer qu'en usage courant et même allumé H24, ce NAS ne vous coûtera en électricité qu'un peu moins de 3,50 € par mois. Ça reste extrêmement raisonnable et ça pourra encore être réduit en paramétrant correctement les horaires d'allumage et d'extinction ou encore l'hibernation de vos disques durs en fonction de vos habitudes d'usage. A noter que par contre, si vous achetez ce 420+ pour pouvoir utiliser le cache SSD qu'il permet, ajouter de SSD NVMe devrait rajouter 2 watts de consommation supplémentaire à votre système. Sur ce type de NAS, il est donc tout à fait possible de faire tourner des VM légères via Docker par exemple, un OS allégé comme LXQT ou encore même un serveur Plex. Attention toutefois pour les usages gourmands en RAM comme les VM, puisqu'il n'est équipé que de 2 Go de RAM pour un maximum de 6 Go une fois une seconde barrette ajoutée. Plex s'est montré plutôt véloce pour générer des miniatures et indexer mon contenu vidéo stocké sur ce 420+. J'ai ainsi pu lire sans aucun problème les fichiers en 720p et en 1080p avec du son spatialisé, y compris en DTS HD Master Audio ou en Dolby True HD. Par contre, il m'a été impossible de lire mon fichier en UHD 4K HDR10 codé en H265. Notre 420+ était alors incapable de transcoder un tel fichier à la volée, même avec l'usage du PlexPass, condition nécessaire pour utiliser le Intel Graphics UHD 600 intégré à son processeur. L'image était alors vraiment trop saccadée et donc mon film non regardable en l'état. On est ici sur des performances comparables à celles qui sont offertes par le DS220+ et le DS720+. Et comme le 920+ fait un peu mieux, comme on le verra prochainement dans son test, eh bien c'est vraiment la RAM qui vient aussi nuire au décodage matériel des vidéos, puisque le 920+ est lui équipé de 4 Go de RAM et s'en est vraiment mieux sorti. Si vous souhaitez utiliser votre NAS comme station de lecture vidéo avec du transcodage à la volée, il ne faudra donc compter que sur ce 420+ pour du fichier en 1080p maximum et pour de la petite 4K, c'est-à-dire sans HDR et avec un bitrate pas trop élevé. Dans le cas de mon fichier de test qui est plus complexe puisqu'il est en HDR, en H265 et avec un bitrate autour de 60 mégabits par seconde, il vous faudra oublier la possibilité d'un transcodage à la volée et disposer donc en fin de réseau d'un device nativement compatible capable d'aller chercher les données directement en réseau ou sur le protocole DLNA. Et je remercie d'ailleurs Aurélien de m'avoir permis de tester avec le PlexPass. En termes de paquet, j'ai pu utiliser Cloud5 pour sauvegarder ce 420+ sur un espace en ligne de façon automatique, mais pas CloudStation Server pour sauvegarder mes smartphones sur ce NAS de façon transparente, puisque Synology ne propose plus de support que pour le Synology Drive sur ces NAS de série 2020. Synology Drive qui s'est avéré particulièrement fonctionnel par ailleurs. Synology Chat y a également été totalement fonctionnel, tout comme MailStation et Mail+, ainsi que la capacité d'héberger des serveurs de ces applications, puisque ce 420+ est compatible avec Mail Server et Mail+ Server. NoteStation et Synology Office y sont également fonctionnels et sont parfaitement fluides à l'usage, avec 2 sessions connectées simultanément lors de mon test. On peut donc espérer travailler sur ce NAS de façon collaborative sans aucune solution externe. De la même manière, AudioStation, serveur multimédia, PhotoStation, VideoStation ou encore Moments étaient fluides et réactifs à l'usage. Même la création des miniatures des images m'a semblé plutôt rapide
et ne m'a pas forcé à utiliser l'outil desktop dédié à cause d'une génération qui aurait été assez lente. Et enfin, signalons que ce DS420 Plus est compatible avec Synology High Availability, permettant de redonder le NAS avec un autre NAS équivalent qui prendra alors le relais en cas de crash. C'était d'ailleurs une fonction que proposaient déjà les NAS précédents de série 4+. Que dire donc de ce DS420 Plus? Si vous recherchez un NAS fonctionnel, flexible et globalement à même de faire tourner tous les usages les plus conventionnels et même quelques VM légères, alors ce sera un excellent choix. Attention cependant à la capacité maximale de 6 Go de RAM qui pourra s'avérer trop juste pour des usages avancés s'ils sont nombreux. Et dans ce cas, seul le 920 Plus permettra, dans la gamme Plus de 2020, d'aller un peu au-delà. Si vous souhaitez travailler à plusieurs dessus, multiplier les sauvegardes en parallèle de vos devices sur un réseau un peu développé, y compris pour une TPE-PME, ou encore l'utiliser pour visualiser du contenu audio ou vidéo avec du transcodage jusqu'au 1080p, aucun souci. Vous bénéficierez bien sûr de l'excellent DSM et de tout le savoir-faire de Synology en termes du X, vous pouvez y aller. Pour de la vidéo en 4K avec du transcodage, il faut déjà être un peu plus sur la réserve et opter sans doute pour un décodage matériel en bout de réseau via une Nvidia Shield ou un PC par exemple. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà équipés et qui souhaitent monter en gamme, si vous disposez d'une série J, d'une série normale ou d'une série Play, quelle qu'en soit l'année, alors le changement peut être intéressant. Si vous disposez d'une série Plus de 2016 ou après, le gap en termes de gain de puissance ou en termes d'usage ne me semble pas suffisant pour mériter le basculement sur ce 420+. Les possesseurs de version précédentes pourront eux voir une belle montée en puissance et ça pourrait être intéressant selon l'usage qu'ils font de leur NAS. Enfin, notons que par rapport au 220+, moins cher, la seule raison valable de prendre ce 420+, est d'avoir de gros besoins en stockage et de vouloir directement un NAS 4 bay, ou bien d'avoir besoin de beaucoup d'IOPS et de souhaiter pouvoir profiter du cache SSD pour y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.